Mesdames et messieurs, bonjour, shalom, salam alaikum. Notre président de la République s'est exprimé cette semaine sur le problème, selon lui, du séparatisme religieux. Je vais donc revenir succinctement sur ce discours. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi le département des Yvelines, donc le 7-8, a-t-il été choisi. Donc, comme il l'a rappelé, 70 jeunes sont partis pour entreprendre le djihad. Et actuellement, 170 individus sont fichés S. C'est pour lui une terre de combat républicain, une terre de solution, faisant référence à l'école, au travail, etc. Pour lui, l'objectif de cette déclaration était double. Il devait décrire la réalité de nos problèmes et, dans un second temps, les décisions prises en conséquence, qui seraient le fruit d'un travail fourni de plus de 3 ans. Il faudrait ainsi redéfinir le principe de la laïcité, avec la possibilité de croire ou de ne pas croire. La neutralité de l'État qui garantirait l'ordre public et que cela est à juste titre l'affaire de tous. Mais faut-il en faire une affaire ? Il ne faut bien sûr pas tomber dans le piège de la stigmatisation de tous les musulmans. Le fait même de faire ce type de conférence est pour moi une stigmatisation de tous les musulmans. Parce qu'on ne donne pas tous les codes et toutes les explications techniques, culturelles, aux Français. Il va nous décrire un séparatisme islamique qui serait conscient et politico-religieux. Il fait donc référence à l'islam politique. Pour moi, aucun musulman ne doit avoir à s'excuser d'être musulman, de se sentir musulman, et ne se doit en aucun cas se sentir concerné par l'islam politique. Je pense qu'on fait un faux débat. Évidemment que chaque pratiquant sait qu'en lui sa religion est supérieure puisqu'elle lui est intime et que rien n'est plus fort que le fait de croire pour quelqu'un qui pratique une religion, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Cette intériorité, cette intimité n'a rien à voir avec une hiérarchisation de la charia ou des charias sur les lois de la République puisque le Coran, en sa qualité de sunna, de la loi, impose le respect des lois de l'État. Donc on ne peut pas faire croire aux Français qu'il y aurait un islam, un deuxième islam, avec un schéma derrière, hiérarchisant les codes et les valeurs de la République. L'envergure et la dimension même du problème énoncé par Emmanuel Macron est-elle aussi importante que les moyens mis en œuvre contre ce présumé problème ? Et je m'interroge fortement sur les raisons d'une surmédiatisation de ce problème, qui pour lui est un problème. Mais est-ce que pour nous, est-ce vraiment un problème de chaque jour au quotidien pour les Français ? Pour moi, combattre le mal des idées islamistes, déviantes et simples. Si on s'attaque à l'idéologie, il serait vain de fermer des centres qui deviendront clandestins, de faire des descentes policières récurrentes qui seront perçues comme des persécutions par les habitants de ces quartiers, et n'ayant pour but que de rassurer l'électorat de la droite dure et le renouveau national. C'est dans l'organisation de la pensée islamique et de sa distribution de l'information que le travail de fond doit se faire, et pas en 2 ans, puisqu'il nous reste 2 ans jusqu'à l'échéance présidentielle, mais en 20 ans. Pourquoi en 20 ans ? Parce que ça correspond à peu près au temps nécessaire au changement d'une mentalité, au changement d'une génération. Qui sont aujourd'hui les vrais terroristes ? Ceux qui passent à l'acte, précisément. Comment se sont-ils radicalisés ? Quel est leur profil ? Y a-t-il une relation entre leur passage à l'acte et leur parcours dans l'islam ? Comment fait-on pour les radicalisations ? Express d'individus qui se sont radicalisés dans leur salon devant Internet. Des Français convertis, des Français issus de parents musulmans non pratiquants, comme le jeune homme dans ce lycée cette semaine qui est passé à l'acte alors qu'il n'y a aucune forme de radicalisation dans sa famille. Où peut-on déceler sur le travail des réseaux sociaux, d'Internet ? Comment peut-on œuvrer pour décontaminer ? Aujourd'hui, l'école a un rôle à jouer. Il va donc demander à tous les citoyens de respecter les droits de la République et la raison. Il édicte la dimension d'un ordre parallèle. Il y aurait selon lui un ordre parallèle. Une société
À plusieurs vitesses, c'est sûr, et plusieurs réalités, sûrement. Mais un ordre parallèle avec un complot, un schéma qui viendrait détruire la République par un projet islamique et politique, moi j'y crois pas. Il a raison de marteler le rejet de nos libertés, liberté d'expression, liberté de conscience, le féminisme qui est en danger dans notre société. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des actes isolés? Il serait intéressant d'analyser les statistiques précises. Il faut chiffrer, absolument, pour que les Français prennent conscience de la problématique, s'il y a une réelle problématique de ce côté-là. Il a raison de faire le rappel des attentats dont a souffert la République et les citoyens français, dont on a tous souffert, dont on a tous été meurtris. Moi, je demande à l'État français de prendre sa part de responsabilité sur l'entretien du terreau qui a nourri l'islam radical à 80% dans nos banlieues sur tout le territoire. Et les relations ambiguës de l'État français avec les pays du Golfe, qui ont une influence prépondérante sur ces lignes de pensée. Dans quel engrenage s'est mis l'État? On ne change rien. L'aménagement du territoire français national et la concentration urbaine n'a eu œuvre que de continuer à bitumer les mêmes endroits où on concentrait les problématiques. À quel moment on a choisi un schéma différent? Moi, je vous pose la question. On n'a pas véritablement créé les conditions favorables à l'épanouissement des habitants dans les quartiers. Alors bien sûr, on a édicté les quartiers prioritaires de la ville, les zones urbaines sensibles, on a donné au niveau administratif et technocratique beaucoup de noms. Mais une réalité vivante pour nos dirigeants, je ne suis pas sûr. L'islam radical des banlieues correspond à un salafisme de quartier, à dissocier du radicalisme mondain de nos alliés du Golfe qui est encore plus perfide. Il a mis des décennies à se nourrir et progresser dans le pays et surtout sur tout le territoire français. Sur quoi a-t-il prospéré? Je vous le dis, la pauvreté, la précarité sociale et culturelle, le désir de l'État et des réalités. Le déni, de l'État et des réalités. Un déni complet. On a mis des œillères aujourd'hui. Le clientélisme électoral qui perdure à chaque échéance électorale. La complaisance envers beaucoup de groupes de pensée. Une politique de l'autruche, mais aussi une déconnexion technocratique. Un manque de considération et d'empathie de la souffrance vécue dans leur quotidien. La merde est remontée à la surface aujourd'hui et tout le monde va la sentir. Entre les politiques du Karcher et la naïveté, l'État n'est pas seulement la démonstration de la force et de l'énumération des actions préfectorales de police et des nombres de fermetures et d'interpellations. L'État doit aimer tous les citoyens, où qu'ils se trouvent et qui ils sont sur notre territoire. L'islam vivrait une crise dans notre pays. Pour moi, ce sont les politiques qui vivent une crise de confiance en France. Selon Macron, nous luttons au Sahel contre le terrorisme. Nous luttons au Sahel pour les intérêts économiques français, des richesses en uranium, lithium, etc. et des différentes ressources minières. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes au Sahel aujourd'hui et pas d'autres. Pour ce qui concerne les influences extérieures, je pose la question pourquoi notre président de la République ne les identifie pas lorsqu'elle les dénonce. Le peuple de France a acquis une maturité, il peut entendre et comprendre les sujets aujourd'hui. Les fonds et les financements étrangers, ça serait bien de les aborder. Nos rapports aux puissances wahhabistes, très très ambigus dans les pays du Golfe. Pour ce qui concerne la ghettoisation de nos quartiers, l'origine ethnique, les milieux sociaux endogames, concentrés au même endroit, la non-mixité pratiquée par les HLM de centaines de villes en France dans leur attribution des logements pour les gens qu'ils ont à loger. Il n'y a pas eu, etc. Il n'y a pas eu de volonté politique de corriger, de rectifier les erreurs du passé. La lâcheté des gouvernants en place aujourd'hui contribue à leur enlisement et ça va devenir un Vietnam et des guérillas islamiques en France. La France vit en caste socio-culturelle. Dans les quartiers, les frères musulmans ont effectivement fait œuvre du service social et de cadre éducatif puisqu'ils étaient absents. Crise de la parentalité, de la monoparentalité, de l'interculturel dans la relation éducative, scolaire et familiale. Je remercie au passage la dureté de ton de Nicolas Sarkozy qui a sorti de tous les radars, les polices de proximité, tous les déviants qui auraient pu être détectés en bas des immeubles. La culture de la BAC en banlieue a atteint ses limites et ses propres turpitudes la rongent actuellement. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de condamnations sur des déviances policières. Politique d'intégration, insertion, inclusion, représentativité des minorités ignorées par le pouvoir politique et les partis traditionnels. Le passé colonial n'explique pas la réalité des faits. La guerre d'Algérie explique les grandes migrations maghrébines de 1962 aux années 80. Point barre. Le rapport de la France-Afrique est plus marquant dans le rapport de l'État et de la pensée commune des populations issues de la migration subsaharienne dans les banlieues, auxquelles ils font surtout un rejet sur la politique de la France-Afrique. Je pense au Mali, la Guinée-Conakry, etc.
Si Assia Traoré et Rokhaya Diallo ont revisité l'identité coloniale, il faut que les dirigeants fassent le même exercice d'analyse. Donc, affronter et conquérir, voilà les enjeux de notre président de la République, il a raison. Je ne suis pas sûr que les méthodologies qui vont être employées vont être les bonnes, ou en tout cas elles vont être suffisantes. Refus du plan Borloo dans sa totalité d'un revers de main, alors qu'il y avait des choses à prendre en considération dans ce plan. Où est le plan de relance économique de nos banlieues? Je ne vois pas une grande transcendance par rapport à la politique passée. Il ne peut pas dire tout ce qui a été fait contre le terrorisme, mais qu'a-t-il fait pour détruire les causes et l'origine même du problème? Les financements des mosquées, les plans de lutte contre la radicalisation. Alors on nous énumère des chiffres, 400 contrôles depuis le 1er janvier 2020 et 93 fermetures prononcées. Le logiciel des chiffres est obsolète. Fermeture de quoi? Qui contrôle? C'est Torquemada? Qu'est-ce qui se passe en fait? La fameuse lutte contre le trafic de stupéfiants fera l'objet d'une autre vidéo sur la France et le Maroc, ces rapports ambigus. En attendant, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à mon commentaire et je vous souhaite une très bonne journée.